Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Aujourd'hui, je discute avec Benjamin Perry de la startup Pixo qui lutte contre les emballages à usage unique dans le secteur de la restauration. Pour cela, Pixo a créé une box repas, un emballage réutilisable et traçable dédié à la fois aux petits restaurateurs du coin qu'à des grandes enseignes comme McDonald's, un de leurs clients, qui sert 2 millions de repas par jour. Ce que j'adore dans cet épisode, c'est qu'on parle à la fois d'un business très concret avec un produit physique qu'on peut tenir entre nos mains. On parle aussi de digital pour assurer la logistique autour du nettoyage et de la réutilisation des box. Et on parle enfin de blockchain et de crypto parce que ça vient servir la vision des fondateurs pour aller un cran plus loin et embarquer un maximum de citoyens dans l'aventure afin d'accélérer l'adoption de ce type de système pour lutter contre les emballages uniques et la pollution que ça peut engendrer. Alors concrètement, comment ils comptent s'y prendre ? Benjamin vous explique tout ça dans l'épisode. Vous verrez, c'est fascinant. Bonne écoute. Bonjour Benjamin, ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci, ravi que tu me reçois. C'est avec plaisir parce que je suis très content de te recevoir sur le podcast pour parler de Pixo que tu vas nous présenter. Parce qu'on va vraiment voir les aspects d'un business physique avec un produit qu'on peut toucher, le côté digital et aussi donc l'apport de la crypto. Et tu vas nous expliquer par étapes donc ce que vous faites et pourquoi aujourd'hui justement vous mettez un pied dans l'univers de la crypto. Donc on va pouvoir décortiquer tout ça. Écoute, je te laisse te présenter pour commencer. Ça marche, merci. Donc je suis Benjamin Perry, je suis le cofondateur de Pixo. Pixo, c'est une entreprise qu'on a créée fin 2018, dont le but c'est d'accompagner le secteur de la restauration de la transition des emballages jetables vers des emballages réutilisables, qui vont être nettoyés et réutilisés un certain nombre de fois, pour supprimer tous ces déchets. On s'est focalisé sur le secteur de la restauration parce que il y a une loi qui va arriver, on pourra en parler, qui est d'ailleurs arrivée parce que maintenant on est en 2023, qui oblige le secteur de la restauration à transiter des emballages jetables vers les emballages réutilisables pour la restauration sur place, ce qui a pas mal accéléré notre activité. Et notre but, donc, c'est d'accompagner les restaurateurs là-dedans, aussi bien sur du conseil que sur le déploiement de solutions technologiques, notamment lorsqu'ils font de la vente emportée ou de la livraison à domicile. Le but, c'est de suivre chaque contenant réutilisable qu'on met à disposition avec un identifiant unique par contenant, qui est porté soit par un QR code, soit une puce RFID, et qui va nous permettre non seulement d'aider le restaurateur dans la gestion des stocks, de la supply chain, etc., mais aussi de gérer le système d'incitation au retour des contenants par de la consigne ou des programmes de fidélité. Ok, super. Donc on va revenir sur les aspects opérationnels et sur tout le process. Donc en résumé, votre entreprise permet de consommer moins de plastique, de moins polluer. Quelle a été la genèse ou qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ça à l'origine ? Et je sais pas d'ailleurs dans ton parcours si tu es entrepreneur, si comment vous êtes arrivé à ce constat et à vous lancer dans l'aventure. Ouais, avec mon associé François, on s'est rencontrés en école d'ingénieur, tous les deux. On était de la même promo. On avait déjà monté un premier projet entrepreneurial ensemble en dernière année, qui était plus autour de l'énergie. Du stockage d'énergie pour être exact. On n'a pas lancé parce qu'il fallait un capital phénoménal pour le lancer et c'était pas vraiment le moment pour faire ça. On a fait chacun un peu notre aventure de notre côté. Lui il est parti chez McKinsey, moi je suis parti chez BNP Paribas en intelligence artificielle. On a bossé là-dessus, puis il est le premier en fait lui à avoir quitté son taf pour entreprendre dans le zéro déchet et pendant tout l'été 2018 il m'a contacté en me disant j'avais eu des expériences avec des startups par le passé et il me disait qu'est-ce que tu penses des business models auxquels je pense, j'aimerais vraiment supprimer un maximum de déchets et l'idée précise de Pixo elle est venue parce que à l'époque j'habitais boulevard des Capucines à côté du jardin des Tuileries et on était donc au mois d'août 2018 et au mois d'août dans les Tuileries il y a une fête foraine
Mhm. qui est à Court, et je faisais en fait un petit footing dans l'après-midi dans le parc des Tuileries, et j'ai couru parmi toutes les poubelles du parc qui débordaient des emballages jetables qui avaient été donnés dans la fête foraine pour tous les repas pris à emporter. Et voyant ça, en fait, j'appelle François et je lui dis, écoute, d'un point de vue zéro déchet, là, il y a peut-être un truc à faire, parce que ça paraît quand même une consommation de déchets parfaitement évitable. Je veux dire, entre le point de distribution et le point de consommation, il y a à peine quelques mètres. L'emballage, il est utilisé pour 15 minutes au maximum, et à ce près, bon, voilà, ça fait un déchet à gérer. Alors que si on le faisait dans des emballages réutilisables, dans de la vaisselle, ça se passerait mieux. Donc c'est un peu parti de là, en quelque sorte. Ok, ouais, je visualise bien les poubelles qui débordent, etc. C'est vrai quand on sort, je sais pas, d'un événement, d'un festival, même une sortie de cinéma ou autre lieu public avec pas mal de monde, on voit ce genre de choses. Et même au-delà de ça, même quand les poubelles, on va dire, sont bien gérées, c'est vrai que quand tu penses à tous les déchets que tu génères dès lors que tu sors manger avec les collègues, voilà, sauf si tu déjeunes sur place, mais il y a quand même souvent des emballages jetables ou même Starbucks, etc. Enfin, Ouais. sans citer de nom Sans au citer hasard, d'entreprise polluante. mais Ouais, c'est ça. Bah, souvent, c'est ça aussi l'autre exemple qu'on avait beaucoup, nous, hein, c'était quand on était dans nos entreprises respectives, effectivement, après la pause déj, c'était parti prendre à emporter avec les collègues. Généralement, t'as même plus les emballages qui rentrent dans la poubelle tellement elles débordent de ces emballages de la restauration. Donc c'est effectivement le bon exemple, et ouais, c'est ça qui nous a pas mal motivés. ok. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de pollution ou de déchets en France ou peut-être même Ouais. à l'international, ce secteur-là? Bah, en France, le chiffre qui ressort pas mal en ce moment, qui est issu du ministère, c'est 180 000 tonnes de déchets, ces emballages jetables de la restauration chaque année en France. C'est Ok. conséquent. Mm. Mais un des chiffres qui me marque le plus, moi, c'est plutôt la consommation de ressources un peu inutiles en quelque sorte qui est générée par ça. En Europe, 40% de tout le papier et 50% de tout le plastique qui sont consommés en Europe, dans l'intégralité de l'Union, sont dédiés à des emballages à usage unique. Donc c'est quand même beaucoup de ressources et donc beaucoup d'énergie, d'eau qui sont utilisées pour traiter ces ressources, hein, qui sont dépensées pour un truc qui va pas durer si longtemps que ça. Et c'est quand même dommage. Je pense que vu le manque de ressources qu'on a aujourd'hui, on pourrait en faire autre chose, quoi. Carrément. 50% du plastique de l'Union européenne Les emballages à pour du usage unique, jetable. ouais. Ah ouais, c'est Ouais. dingue. Effectivement, ça paraît énorme. Parce que surtout qu'on se dit que c'est des petites choses, c'est des petits emballages. On imaginerait que, je sais pas, des appareils qui vont durer plusieurs années consomment plus de plastique, mais en fait, j'imagine qu'il y a une dimension de réutilisation, enfin, de fréquence. En fait, C'est ça. Une question c'est de volume, en fait, de tout volume, ouais. simplement, qui fait que je prends une grande chaîne de restauration du genre McDonald's, c'est 2 millions de repas par jour en France. Bon, bah, ça Hmm. fait beaucoup d'emballages qui sont générés à travers ça. Et il y a du plastique dans ces emballages, hein, parce que même si vous avez des contenants en carton ou même compostable parfois dans certains restaurants, pour le carton, c'est souvent qu'il y a une pellicule de plastique à l'intérieur de l'emballage en carton pour éviter en fait simplement que l'eau ou la graisse se Ouais, diffuse dans le carton, quoi. ouais, ouais. Effectivement, comme les briques de lait ou de jus de fruits aussi, je crois, c'est pas Et comme les seulement du canettes, hein. carton. Les Ouais. canettes en alu, en fait, c'est pas que de l'alu. À l'intérieur de l'alu, il y a un film plastique qui vient protéger l'aluminium du Coca-Cola qui est dedans, par exemple. Ah ouais. Ok. C'est vrai que ça, je savais pas pour les canettes. Euh, Du coup, alors vous, votre solution, donc c'est du réutilisable, donc ça demande d'être lavé. Ouais. Comment vous gérez tout cet aspect nettoyage, enfin Ouais. réutilisation avec j'imagine peut-être des normes qui définissent la réutilisation de ces choses-là. Enfin, Alors, réutilisation, le terme officiel, c'est il faut que ça puisse être utilisé au moins 2 fois. Et là, on peut dire que c'est réutilisable. Le but, c'est que ça fasse plus, parce que je sais pas si vous avez vu là mhm. récemment, il y avait eu l'interdiction des emballages, des sacs plastiques en France. Et du coup, pour éviter cette interdiction du sachet plastique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont marqué dessus réutilisable. Et du coup, Mhm. c'est bon, ça passe. Donc, faut faire attention à ce terme, effectivement. Mais non, pour nous, en gros, la plonge, c'est un vrai sujet. On a la chance de travailler plutôt avec le secteur de la restauration, donc il y a beaucoup de restaurants indépendants notamment. Même s'ils n'avaient pas l'habitude de faire des emballages réutilisables, par exemple pour la vente à emporter, ils faisaient tout en jetable.
Pour le surplace, souvent ils avaient quand même des assiettes, des couverts, etc. Et donc ils avaient des plonges en interne. Et dans ce cas, beaucoup de restaurants sont quand même capables de nettoyer ces contenants et de prendre en charge la plonge. Dans les grandes chaînes, type McDo, forcément, il a fallu transformer complètement le restaurant. Ce qui se passe, c'est que dans le fast-food, un de ses piliers fondateurs dans les années 40, c'était le tout jetable. McDonald's et les autres chaînes ne seraient jamais développées, je pense, en tout cas, sans l'aspect dans l'emballage jetable, quel que soit le canal de distribution. Du coup, les restaurants ne sont pas prévus pour, les plonges n'étaient pas adaptées, et il a fallu faire quelques travaux, il a fallu changer quelques plonges pour qu'effectivement ils puissent se mettre à nettoyer tous ces contenants-là. Maintenant, nous, quand on a beaucoup de volumétrie dans des restaurants, pas forcément McDo, mais de manière générale, il peut arriver que le restaurateur demande de la plonge sous-traitée, donc une externalisation de cette plonge. Et dans ces cas-là, il faut mettre en place effectivement tout un circuit de collecte de l'emballage qui va être amené jusqu'à un centre de lavage qui est généralement dans la zone, dans la première couronne de la ville, par exemple. C'est des industries plutôt locales. Donc cette industrie, elle va recevoir tous les emballages sales, elle va les nettoyer dans des gros tunnels de lavage, une sorte de machine avec convoyeur, c'est complètement industrialisé. C'est nettoyé, séché, stocké, et puis ça repart dans le restaurant. Ok. Donc tu m'avais dit qu'on vous rétorque parfois l'argument comme quoi finalement est-ce que tout ce process de déplacer les emballages et d'utiliser les ressources en eau ne serait pas aussi impactant que finalement la création d'emballages à usage unique? Ouais, c'est une bonne question qui revient assez souvent, surtout par les détracteurs, donc le lobby de l'emballage qui nous l'a posé pas mal de fois. C'est comme ça, c'est leur boulot. Globalement, c'est vrai qu'en fait, cette consommation d'eau et d'énergie, pour le réemploi, elle est visible, elle est évidente. Il faut nettoyer, donc on voit bien la machine qui va consommer de l'eau et qui va consommer de l'énergie. Alors, dans un premier temps, les machines qu'on utilise, c'est pas le lave-vaisselle que vous avez à la maison. C'est des machines industrielles qui ont des performances énergétiques et en consommation d'eau qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a à la maison, parce qu'elles sont beaucoup plus chères à l'achat, en fait, tout simplement. Elles sont beaucoup plus optimisées. C'est d'autres procédés. L'eau évolue souvent en circuit pseudo-fermé, c'est-à-dire que c'est pas l'eau rentre d'un côté, elle ressort de l'autre, et au milieu on a nettoyé. Il y a des circuits de recyclage permanent et il y a un filtrage qui est fait, donc on réduit énormément la consommation d'eau par rapport à ce que vous pouvez faire à la maison. Et pareil en énergie, tout l'air chauffé en quelque sorte, toute la vapeur d'eau qui est issue du nettoyage, elle est optimisée, elle est récupérée pour chauffer, par exemple. Il y a un cas d'un centre de lavage à la Défense qui va chauffer ensuite des locaux avec cet air chaud, donc il y a une optimisation de ces circuits qui est quand même en place. Mais de l'autre côté, il faut pas oublier que sur les emballages jetables, il y a de la consommation d'eau, il y a de la consommation d'énergie. Si je prends l'exemple, je vais pas prendre l'exemple du plastique jetable parce que ça a d'autres problèmes, donc c'est assez évident. Mais sur le papier, donc sur les emballages carton, les forêts qui sont abattues pour faire ça, si tout se passe bien, allez, on va être gentil, on va dire que c'est des forêts donc qui sont renouvelables. Ça reste généralement de la monoculture, donc on a vu avec les incendies de cet été dans les Landes le problème de la monoculture dans les forêts. Ça peut être en Roumanie ou dans ces zones-là, généralement, que c'est coupé. Donc l'arbre, il est coupé, il est transformé, si tout se passe bien, sur place en cellulose. La cellulose va être transportée, par exemple, jusqu'en Pologne pour être transformée en emballage. Donc de la cellulose à l'emballage, il y a des traitements chimiques qui sont faits avec beaucoup d'eau, qui passent cette fois pas en circuit fermé, en circuit complètement ouvert pour hydrater l'emballage, pour faire passer les produits chimiques. L'eau est complètement polluée, il faut la dépolluer, il faut la recycler, il faut la traiter à nouveau. Ensuite, on a un emballage. Par-dessus, on va faire des marquages. Donc, on va mettre des encres qui sont rarement naturelles, malheureusement, donc qui à nouveau vont nécessiter de l'eau, des polluants. L'emballage, il va partir de Pologne, il va être stocké dans un entrepôt à la frontière entre l'Allemagne et la France. Ensuite, il va être transporté jusqu'au restaurant. Le restaurant va l'utiliser, il va être jeté. Il y a Veolia qui va venir le chercher, qui va l'amener jusqu'à un centre de tri. Du centre de tri, il va aller au centre de recyclage. Le recyclage, il va être traité avec de l'eau, avec de l'énergie pour être enfin recyclé si tout se passe bien, s'il est recyclé. Donc, en fait, le parcours de l'emballage jetable n'a rien à voir avec le parcours de l'emballage réutilisable qui va faire au pire 10 km dans un circuit pour être nettoyé. L'emballage jetable, dans un circuit, il parcourt des centaines, voire des milliers de kilomètres et il subit un nombre de traitements chimiques consommant de l'eau et de l'énergie qui est conséquent. Tout ça, évidemment, avec un bilan carbone à la fin qui est pas négligeable. Yes. Alors tu l'as mentionné et tu nous as dit qu'effectivement il y avait des acteurs comme McDonald's qui avaient fait des travaux pour s'adapter finalement à une nouvelle loi, si j'ai bien suivi. Là, depuis le 1er janvier 2023, une loi est passée en France qui interdit carrément l'usage d'emballage unique. C'est bien ça ?
Alors sur la restauration sur place, c'est ce que précise la loi. Yes, Donc, sur place. voilà. Donc pour la plupart des restaurants, ils s'en foutent. Ils avaient déjà des assiettes en céramique et des couverts en inox, donc ça les concerne pas. C'est plutôt effectivement pour l'industrie du fast-food qui justement, ou la restauration rapide de manière générale, qui effectivement avait pour habitude de faire du jetable pour la restauration sur place, pour avoir un seul flux d'emballage, que ce soit quel que soit le canal de distribution. Et c'est eux que ça concerne. Donc c'est que les restaurants de plus de 20 places assises qui sont concernés, mais ça considère ça. Du coup, ça prend en compte la quasi-totalité du secteur. Et c'est une première mondiale. Cocorico. La France est la première à mettre une loi de ce genre-là, ce qui fait que la France est devenue un laboratoire à l'échelle mondiale pour le réemploi dans les fast-foods. Et c'est top. Donc on est regardé par tous les grands groupes internationaux de ce qui se passe, comment les gens se comportent, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert et à très grande échelle, puisque une chaîne comme McDonald's a fait passer maintenant la quasi-totalité de ses restaurants en réemploi. Et ça concerne donc, comme je disais, 2 millions de clients par jour. Donc c'est une première fois qu'on voit ça à une telle échelle. Les questions qu'on se pose, c'est comment se comportent les gens, est-ce qu'ils comprennent pourquoi on fait ça, est-ce qu'ils apprécient la solution, est-ce qu'ils l'apprécient pas, et c'est tout ça que regardent un petit peu toutes les enseignes dans le monde en se disant, demain, de gré ou de force, je vais être obligé de le faire dans d'autres pays, donc qu'est-ce que je fais pour que ça se passe aussi bien qu'en France? Ok, hyper intéressant de voir que la France est en pointe à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une première mondiale et Cocorico comme tu l'as dit. Ouais. Donc vous avez vous accompagnez le groupe McDonald's France sur ces aspects. Quels sont les autres clients types que vous avez? Alors il y en a que j'ai le droit de citer, d'autres non. Ceux que j'ai le droit de citer, ça va être par exemple Sushi Shop, qui sont bien connus aussi, et Classe Croûte, qui sont un peu moins connus. C'est plutôt de la restauration de post-déj, justement. C'est un peu plus leur cible dans les zones commerciales et industrielles. Il y en a plein d'autres de chaînes de taille moyenne ou de grande taille qu'on va accompagner sur cette loi, parce que les restaurants indépendants, on travaille avec plein de restaurants indépendants, plus de 200, mais ça va être plutôt sur des flux de vente à emporter ou de livraison à domicile. La restauration sur place, comme je disais, ils savent faire. Sur cette loi AGEC, c'est plutôt les chaînes qui sont intéressées. Donc là, on est plus pas tant sur un travail de déploiement de nos solutions digitales, mais plus sur un travail de consulting pour les aider à bien appréhender cette problématique et faire en sorte que ça fonctionne, même si la plupart du temps, on essaye quand même de mettre en place de la traçabilité des contenants, parce que c'est quand même super intéressant le fait que chez McDo, il y a des puces RFID sur chaque contenant. Ça nous permet de mesurer très précisément le taux de perte de contenant, mais aussi comment il évolue, c'est-à-dire au fil du temps. Là, il y a l'effet un peu nouveauté, donc voilà, on a vu pas mal d'infos autour du sujet des vols, entre guillemets, de contenants chez McDo. C'est des pertes de manière générale, c'est pas forcément des vols, mais le but du jeu, c'est de mesurer un petit peu tout ça, voir comment ça évolue avec le temps. Là, il y a un effet de nouveauté, mais si on change un peu la communication, qu'est-ce qui se passe? Si on met en place de nouvelles pancartes, de nouvelles publicités, qu'est-ce qui se passe? Comment les gens se comportent? Et c'est ça qui nous permet de faire la traçabilité, et ça, on y tient pas mal, parce que c'est une bonne première étape pour ensuite faire d'autres activités comme la vente à emporter ou la livraison à domicile en réemploi. Ok. La puce RFID, comment ça fonctionne? Ouais, la puce RFID. Alors nous, pour tracer les contenants, on a un identifiant unique par contenant. On a deux technologies, donc de manière générale, on fait du QR code. Ça, je pense que tout le monde connaît le fonctionnement. Maintenant, merci le Covid. La puce RFID, c'est donc une petite antenne passive. Donc en gros, c'est une petite puce, mais qui n'a aucune batterie, qui est pas capable d'émettre toute seule. C'est complètement passif. Et en gros, il y a des antennes, par exemple dans un restaurant, qui vont elles émettre de temps en temps une sorte de vague de détection. La puce, recevant la vague, va générer de l'énergie avec cette vague et va répondre du coup avec son identifiant. Okay. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas du tout des ondes qu'on se prend en permanence, c'est ponctuel, c'est des flashs un petit peu comme la scanette au supermarché en quelque sorte. Okay. Sauf que là, ça se fait un petit peu à distance et sans avoir besoin d'avoir la puce exactement en face du scanner, ce qui est assez intéressant, notamment pour gérer les stocks. Est-ce que c'est, excuse-moi, est-ce que c'est ce qu'on appelle la 0G avec les entreprises comme Sigfox qui ont des dispositifs? Non, c'est encore une autre technologie, parce que c'est vraiment très 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 local en fait comme détection. C'est ce qu'on utilise pour les antivols aussi. Tu vois, dans les restaurants, dans les magasins, c'est le même système que les antivols. Donc tu as des antennes à la sortie qui sont les portiques. Et en fait, quand tu passes dedans, le portique va alimenter la puce va répondre, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est le portique va dire attention, il y a une puce entre les deux portants, et donc ça, il faut que ça sonne. Donc c'est la même technologie que ça. C'est aussi pas mal utilisé chez Decathlon pour l'encaissement automatique. Si vous êtes allé chez Decathlon il y a pas longtemps, ceux qui nous écoutent,
en fait, vous n'avez pas besoin de scanner des codes barres. Vous déposez tout dans une caisse et puis d'un coup, ça vous dit exactement tous les items que vous avez achetés. Mais ça, c'est grâce à des puces RFID qui sont sur les étiquettes des articles. Ok. Très clair. Donc là, ça vous permet effectivement de tracer le parcours des contenants. Oui. Est-ce que donc l'utilisateur, si lui il va à son petit restaurateur local entre midi et deux, c'est lui-même qui va le rapporter et le déposer directement dans le restaurant pour qu'il soit réutilisé, c'est ça? Dans le restaurant ou dans n'importe quel restaurant du réseau, en fait. Pas besoin que ce soit même le Ouais. même restaurant dans lequel il a pris. S'il en a un plus proche, il peut le faire. Ou si il a emporté le contenant chez lui parce qu'il était au taf et puis il a un restaurant plus proche chez lui dans lequel déposer, ça fonctionne aussi. Demain, ce qui va se passer aussi, ce sur quoi on travaille pas mal avec les mairies et les collectivités, c'est aussi qu'il y ait des points de collecte un peu généraux et ouverts à tous. Par exemple, dans les supérettes ou ce genre de choses, ou même les supermarchés, ou juste dans la rue, pour que aussi vous ayez, tout le monde ait un peu ses points d'apport volontaires et puisse ramener son contenant dans des points centralisés qui ne sont pas forcément des commerçants. Ouais. Comment vous incitez les personnes à ramener leurs contenants et pas à les oublier au fond d'un placard chez eux? Ouais, alors cas de McDo à part, parce que McDo c'est un petit peu différent, mais de manière générale, ce qu'on fait, il y a deux incitations possibles de toute façon, outre toute la communication qu'on fait autour de ça, bien sûr, pour que le consommateur comprenne pourquoi on fait ça. Le premier, celui qu'on préfère, c'est ce qu'on appelle la carotte, c'est-à-dire que si vous ramenez, si l'utilisateur ramène son contenant, il touche des points Pixo qui sont faits des points de fidélité, qui va convertir ensuite en bon d'achat chez les restaurants partenaires, avec des taux qui sont vraiment pas dégueulasses, donc l'incitation est quand même assez forte, ce qui fait que si tu ramènes, tu gagnes. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est plutôt si tu ramènes pas, tu perds. Donc c'est ce qu'on appelle les systèmes de consigne ou de caution dans notre cas, c'est-à-dire que chez nous, le consommateur n'avance pas d'argent pour prendre un contenant. C'est pas comme dans les festivals ou au stade où on paye 1 euro pour avoir une éco-cup et si on ramène l'éco-cup, on nous rend 1 euro. Là, on prend l'éco-cup sans avoir rien à avancer. Il y a que si on ramène pas l'éco-cup qu'on doit s'acquitter en quelque sorte du prix de l'éco-cup. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, avec plein de façons pour faire ça, où je peux rentrer dans le détail si ça t'intéresse. Mais globalement, le but du jeu, c'est toujours que ce soit le plus fluide et le plus simple possible pour le consommateur, que ce soit pas pénalisant sur lui ou sur son portefeuille, et mais malgré tout qu'il soit quand même un petit peu motivé à ramener son contenant, parce que sinon, on perd en impact environnemental. Si le contenant il fait que 2 cycles parce qu'il est volé, on perd en impact environnemental, et surtout on perd en capital parce que tout ça, ces contenants, c'est des contenants très qualitatifs, ils coûtent beaucoup plus d'argent que les emballages jetables, et donc il faut qu'ils soient utilisés un certain nombre de fois. Ok, ça marche. Hyper intéressant. Merci. Je te propose de passer sur ces aspects crypto, parce que tu vas nous l'expliquer, mais aujourd'hui vous levez des fonds et c'est pas le seul but, si je comprends bien, mais vous vous orientez vers la crypto. Pour rappeler quelques chiffres, vous êtes quand même une boîte, alors tu me dis si je me trompe, 30 personnes, vous avez levé 7 millions. Ouais. Donc on pourrait se dire que vous n'en avez pas forcément besoin, que en plus vous avez des belles références, donc ça avance. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui vers l'univers de la crypto, de la blockchain ? Ouais, donc on a commencé à travailler sur le sujet. Alors, j'avoue qu'avec mon cofondateur, c'était un sujet qui nous travaillait un petit peu parce que quand on trace tous les contenants de manière unique, et vu que la blockchain, la crypto, c'est quand même pas mal basé sur la traçabilité, au moins les usages dans le monde physique, donc on en fait, on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire, on risque peut-être de rater un truc si on se renseigne pas dessus et si on creuse pas un peu le sujet. Donc ça nous travaillait un peu et on a rencontré Cardashift, donc qui est une entreprise qui accompagne justement les entreprises, les startups à impact, les entreprises à impact de manière générale d'ailleurs, dans l'usage de la crypto, un peu la blockchain for good en quelque sorte, comment la blockchain peut améliorer leur solution, trouver d'autres pistes de financement, mais pas que. Quand on a commencé à discuter avec leurs équipes, déjà c'était passionnant parce qu'ils sont très 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 experts dans ce qu'ils font et c'était très intéressant de les entendre, de comprendre un peu plus ce milieu. Mais de l'autre côté, nous on leur a dit, nous on cherche pas d'argent. On a levé des fonds, on n'a pas forcément besoin aujourd'hui. En revanche, on a besoin de pouvoir scaler sans avoir à dépenser de l'argent à chaque fois qu'on ouvre un restaurant, parce qu'aujourd'hui dès qu'on ouvre un restaurant, c'est nous qui sommes propriétaires du stock de contenants pour le restaurateur.
Et c'est vrai que c'est un frein quand même au déploiement rapide de restaurants, parce que mettons que demain on a une super promotion et on arrive à en ouvrir 10 000, il faut aller chercher l'argent. Et c'est quand même un petit peu compliqué, c'est pas infaisable, mais on se disait c'est pas idéal. Et la deuxième chose, c'est qu'on se disait on a besoin d'intéresser les gens, d'intéresser le grand public à notre sujet du réemploi. C'est pas un sujet qui passionne le réemploi, hein, c'est pas wow effect comme sujet. Du coup, on a besoin que les gens ils soient sensibilisés, qu'ils aient envie d'utiliser du réemploi, qu'ils en parlent, qu'ils le choisissent en restaurant pour que le système se développe finalement et que les restaurateurs aient envie de nous suivre. Et on l'a dit, voilà, c'est ça nos problématiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a pas mal bossé ensemble, on a pas mal brainstormé, on a suivi leur parcours aussi parce qu'ils ont un système de choix des startups qu'ils accompagnent, etc. avec leur communauté, donc on a fait tout ça. Et puis on a abouti sur un système où on s'est dit, nos deux grosses contraintes dans le réemploi, c'est le prix de l'infrastructure du réemploi, tous les contenants réutilisables, tous les collecteurs, tous les centres de lavage, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, notre autre contrainte, c'est justement le consommateur final, qui soit intéressé au système, qu'il ait envie de s'en servir, que ça surpasse la contrainte de ramener le contenant qu'on lui demande, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est pour les contenants réutilisables, mais c'est qu'en début, mais pour l'instant, pour les contenants réutilisables, au lieu de les posséder nous, en tant que Pixo, on va en faire un bien commun. On va faire en sorte que ce soit en fait le citoyen lui-même, l'utilisateur, le restaurateur ou n'importe qui en fait dans la population qui puisse posséder ces contenants réutilisables, donc faire cette idée d'économie des biens communs. Donc à chaque fois qu'on va ouvrir par exemple un arrondissement dans Paris, une nouvelle zone, un nouveau restaurant ou juste renouveler un stock peut-être dans un restaurateur, via une marketplace, on va mettre en vente des parts de ce pool de contenants pour le deuxième arrondissement de Paris, par exemple. Et on va dire, voilà, là, on va ouvrir 50 restaurants dans cet arrondissement de Paris, on a besoin de X milliers d'euros pour X contenants, il y a telle catégorie de contenants, telle catégorie de contenants, etc. Vous pouvez acheter dans ce pool. On récupère l'argent, du coup, auprès des investisseurs. Avec cet argent, on achète les contenants. Et on rémunère les investisseurs, non pas en taux d'intérêt ou en dividende, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'était que leur gain soit exactement lié à notre impact environnemental. En fait, notre business model en tant que Pixo, c'est qu'à chaque fois qu'un restaurateur utilise un de nos contenants, c'est-à-dire il distribue un contenant, il sert un plat dedans, le contenant est scanné, et c'est du pay-per-use pour lui, c'est-à-dire qu'on lui facture l'usage du contenant, quelques dizaines de centimes. Et dans cet usage, dans cette facture à l'usage, il y a une partie qui est dédiée justement à l'amortissement de ce contenant réutilisable qui coûte, comme je le disais, beaucoup plus cher que l'emballage jetable. Donc ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on facture ce restaurant pour un usage du contenant, on prend une partie de cette facture et on va la redistribuer au propriétaire du contenant. Donc le propriétaire qui est associé via un NFT. Donc chaque usage, tu nous dis une dizaine de centimes qui va être payé par le restaurateur. Et pour donner un élément de centimes pour le coup, mais ouais. Plusieurs dizaines, ok. Et à titre de comparaison, du jetable, ça va lui coûter combien par repas? Ouais, alors nous, on va lui facturer, par exemple, sur un restaurant indépendant, un contenant classique, parce que bien sûr, il y a toute une gamme, je vais pas rentrer dans le détail, mais sur un contenant classique, l'usage, on va lui facturer entre 15 et 20 centimes. Et l'équivalent jetable, en fait, aujourd'hui, grâce à l'inflation, finalement, ça lui coûte entre 30 et 50 centimes. Donc on arrive à être moins cher, finalement, que le jetable. Ok, en plus vous arrivez à être moins cher, super. Ce qui est plutôt sympa pour les restaurateurs qui sont un peu pris à la gorge, les pauvres, en ce moment, donc c'est plutôt bien pour eux. Et donc on lui facture ça. Cet argent, au lieu de le garder pour nous, on en redistribue la majorité. On prend une commission forcément pour le fonctionnement de la tech, mais on redistribue la majorité au propriétaire du contenant, qui est identifié via des NFT. Et ce qui fait qu'en tant qu'investisseur du contenant, je gagne de l'argent quand il y a un emballage jetable qui a été évité. Quand mon emballage que j'ai acheté, mon contenant réutilisable que j'ai acheté, il circule. Les intérêts à ça, c'est plutôt presque d'ordre philosophique. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'investisseur dans le réemploi, plus le réemploi fonctionne, plus vos emballages y tournent, plus ils sont utilisés souvent et de manière régulière, plus vous allez gagner d'argent. Parce qu'en fait, il faut que ça tourne pour que ça fonctionne. Donc plus il y a d'emballages jetables qui sont évités et qui sont remplacés par des emballages réutilisables et qui sont choisis par les consommateurs, plus vous gagnez d'argent. Plus le consommateur qui a pris à emporter dans un emballage réutilisable le ramène vite dans le circuit pour qu'il soit réutilisé derrière, plus vous gagnez rapidement de l'argent. Et nous, ça nous intéresse parce qu'il faut, sinon ça fait des stocks monumentaux. Si tout le monde garde les contenants 6 mois, on va pas s'en sortir, quoi. Donc c'est cool que ce soit rapide. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, plus l'emballage réutilisable dans lequel tu as investi, il dure longtemps, c'est-à-dire qu'il fait pas 10 cycles, mais il en fait peut-être 100, 200, 500, 1000, 2000. Vu que nous, on facture toujours la même chose au restaurateur, plus ton investissement, il est rentable. Et donc, plus l'impact environnemental du contenant, il est intéressant parce qu'il a remplacé énormément d'emballages jetables sur toute sa vie, plus toi, tu gagnes beaucoup d'argent. Et donc, on a réussi à parfaitement corréler un gain financier via la crypto
a un impact environnemental concret qui nous intéresse, parce qu'en plus ça fait l'intérêt pour tout le monde, c'est que le marché croît et que tout le monde choisisse le réemploi et a envie d'utiliser du réemploi. Ok, excellent. Donc si j'essaye de résumer, si j'ai bien compris, en tant que particulier, donc n'importe qui pourrait acheter en fait un NFT ou plusieurs NFT. C'est quoi? C'est un NFT égale une box? Alors non, on fait quand même un peu du pooling pour minimiser le risque. Sinon, là, ce qui risquerait de se passer, c'est que mettons que tu achètes un contenant, pas de bol, celui-là il se casse au premier cycle pour X raison que ce soit. Bon, c'est dommage quoi pour toi. Donc l'idée c'est quand même de minimiser un peu le risque. Donc ça va être plutôt des pools de contenants. Où honnêtement aujourd'hui on sait pas encore la granularité qu'on va mettre. Est-ce que c'est un pool de 40 contenants, un pool de 100 contenants, 2000. On va tester plusieurs choses, je pense, et voir un peu ce qui plaît aux gens et ce qui fonctionne ou pas. Mais effectivement, tu vas acheter un pool de contenants, par exemple, pour le 2e arrondissement de Paris, 10, 15, 20 restos, et tu vas avoir le nom des restaurants chez lesquels ça va tourner, etc. T'achètes une partie de ce parc avec d'autres investisseurs, vous êtes rassemblés dans une DAO, avec une trésorerie commune. À chaque fois que nous, on collecte l'argent auprès des restaurateurs, on transfère l'argent dans la DAO. Et ensuite, du coup, c'est la trésorerie de la DAO qui vous redistribue les bénéfices en fonction de la part que vous avez effectivement dans ce pool-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, en échange, on vous donne accès à un dashboard qui vous permet de visualiser votre part de contenant à tous ces investisseurs, où ils sont, mais de manière précise. On est capable, si les restaurants l'acceptent, de vous dire dans quel restaurant ils sont à l'instant T, pour que vous puissiez aussi potentiellement, si vous habitez Paris ou si vous connaissez des gens qui habitent Paris, l'idée c'est que vous puissiez aussi avoir un rôle à jouer là-dedans. Mettons que vos contenants, ils sont un peu bloqués dans un restaurant parce que le restaurant il fait pas trop de réemploi en ce moment, etc. Vous êtes capable de dire aux gens ou d'y aller vous-même et de dire allez manger en vente à emporter dans ce restaurant-là en réemploi, comme ça débloque vos contenants. Ça fait du volume pour notre restaurateur, donc il est content. Ça lui montre aussi que le réemploi, ça a des intérêts pour lui. Tout le monde est gagnant. Et vous, vos contenants, ils sont débloqués et ils se remettent à circuler dans la boucle et donc vous remettez à gagner de l'argent là-dessus. Ok. C'est assez fascinant parce qu'on pourrait imaginer quand même ce modèle-là pour tellement d'entreprises. Je pense, je sais pas, aux startups, tu sais, qui déploient des flottes de trottinettes électriques dans les villes. Finalement, c'est un peu comparable. On pourrait se dire, tiens, les gens vont financer une ou plusieurs trottinettes. En plus, ils pourront voir où elles sont, donc ils pourront aller eux-mêmes les remettre peut-être dans une zone où il y a plus de personnes qui vont les louer, etc., quoi. C'est ça. Il y a une entreprise qui s'appelle Pony qui fait des vélos électriques qui avait utilisé un peu ce système. La grosse différence qu'il y a, c'est déjà ils n'utilisaient pas la crypto, donc ça passait quand même par des contrats assez lourds qui étaient assez contraignants. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi la blockchain. Mais en plus de ça, c'est cher à l'acquisition un vélo électrique. Alors que nous, en fait, notre asset de base, il coûte 4 euros. Et encore, il y en a qui sont moins chers que ça. Donc en fait, on peut avoir une granularité qui est assez fine pour que ça puisse intéresser tout le monde. Et en plus de ça, grâce à Cardashift, on va avoir une interface Web 2 qui permet de faire en sorte que même les gens qui n'y connaissent rien au Web 3, ils ont même pas à savoir que ça fonctionne sous blockchain derrière, c'est pas leur problème. Eux, ils vont juste avoir accès à une marketplace où ils peuvent payer avec leur carte bleue des contenants réutilisables. Et en plus, ils se rendent compte qu'ils ont accès à un marché secondaire. C'est quand même une des grosses choses que permet aussi la blockchain. C'est que tout de suite, ils ont accès à un marché secondaire s'ils ont envie de revendre leur participation pour une raison ou pour une autre. Ok. Et donc là, tu peux rentrer avec combien à peu près? Une centaine d'euros, une cinquantaine d'euros? Alors je crois, je vais me faire taper sur le doigt par Cardashift parce que je sais pas ce qu'on a validé dernièrement, mais je crois que l'idée c'était même à partir de 10 euros que ce soit accessible, de descendre assez bas. Mais les premiers coups, je pense que ça va être plutôt les investisseurs du Web 3 qui vont se pencher dessus parce que c'est plus simple de tester avec eux, ils sont un peu plus savvy, on va dire, ils sont un peu plus connaissants, ils savent un peu plus dans quoi ils mettent les pieds, donc c'est plus facile de le faire avec eux au début et qui nous donnent un bon feedback aussi. Ils ont l'habitude de manipuler ce genre d'actifs, donc c'est mieux qu'ils nous donnent un feedback, qu'ils nous disent ce qui fonctionne pas, qu'on fasse un peu évoluer la solution avec eux avant qu'effectivement on atterrisse sur la solution un peu finale qu'on propose à toute berzingue via des publicités, etc. au grand public. Ok. Et donc la techno qui est utilisée derrière repose sur Cardano? Ouais, alors il y a encore des hésitations sur notamment les premiers lancements. Est-ce qu'on va les faire sur Cardano, qui est super notamment pour sa notion d'impact, mais qui a pas un marché du NFT très très développé, donc pour le côté marché secondaire, pas très actif. Ou le tester au début sur Ethereum 2, en se disant on est quand même en proof of stake, donc d'un point de vue environnemental on est bien, mais
ça coûte un peu plus cher, c'est pas non plus dans la philosophie même d'Ethereum cet impact environnemental par rapport à Cardano, mais en revanche le marché secondaire est énormissime parce que c'est Ethereum. Donc il y a encore des décisions qui vont être prises là-dessus. Voilà, je pense que de toute façon ça va être assez itératif. Ce que j'invite les gens à faire, s'il y en a qui nous écoutent que ça intéresse, c'est de rejoindre le Discord de Cardashift et de rejoindre le channel Pixo du coup de manière générale et de ne pas hésiter à donner leur avis. On est vraiment dans l'écoute. Il y a plus de 30 000 personnes sur ce Discord, je crois. Enfin, on est vraiment à l'écoute pour construire le truc ensemble et c'est pour ça que pour moi c'est plutôt les investisseurs Web3 qui vont faire les premiers coups avec nous parce qu'ils ont l'avis le plus fin finalement sur ce genre de sujet, quoi. Ok. Et l'équipe de Cardashift ne vous en veut pas si vous allez pas sur Cardano. Alors je les ai pas encore eu, mais j'ai ça dans les tuyaux d'interviewer quelqu'un de chez Cardashift. Mais eux, voilà, il y a pas de problème à être focalisé absolument sur Cardano. Non, pas forcément. Après, bon, c'est sûr que ils apprécient énormément cette blockchain-là, donc voilà. Mais le but du jeu, là, au moins au début, il faut se rendre compte que ce qu'on est en train de créer là, d'un point de vue crypto-actif, c'est une nouveauté quand même. C'est quelque chose avec ce fonctionnement de RealFi qui a jamais été vraiment fait. Donc, on est plus dans une logique de trouver le bon outil pour tester le concept et voir comment les gens réagissent au concept. Et ensuite, derrière, on pourra faire évoluer l'outil pour l'optimiser si besoin. Mais au début, si on doit le faire sur Ethereum parce que ça permet d'avoir une plus grande flexibilité, un plus grand marché secondaire, on fera sur Ethereum, c'est pas dramatique. Ok, ça marche. Et donc, sur le marché secondaire, est-ce que ça veut dire que vous allez lancer les NFT à un certain prix de base et puis ensuite c'est le marché qui décidera du prix de revente de ces NFT? Donc finalement, à quoi vous vous attendez? Est-ce que c'est en fonction de la rentabilité de l'investissement que après le prix va potentiellement évoluer en fonction un peu de la hype du truc parce qu'il y a le côté, enfin il y a le côté à impact dans cette démarche et puis il y a le côté aussi c'est une manière de placer de l'argent et d'avoir un peu de retour. Ouais, le but du jeu pour nous c'est d'éviter le pump and dump. Hein. On n'est pas du tout dans cette logique. Ouais. Donc globalement, si le NFT il prend de la valeur, tant mieux pour les gens qui le possèdent, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche. Parce que en revanche, le sous-jacent, le rationnel qui est derrière, il est très concret. C'est-à-dire que très rapidement, n'importe quel investisseur sur le marché secondaire, il a accès aux données de la DAO. Donc combien de fois les contenants ont tourné? Est-ce qu'ils sont très rentables? Est-ce que les restaurants dans lesquels ils circulent en ce moment, ils fonctionnent à fond? Est-ce que ça s'est retrouvé chez des grandes chaînes bien connues et du coup c'est vachement sympa et ça va circuler? Tout ça, il y a accès. Donc il y a deux possibilités. Soit on arrive sur un marché qui est très très rationnel et qui du coup price les NFT au prix de leur rentabilité concrète. Donc vraiment de moyenner sur l'intégralité du parc l'argent qui rapporte. Et dans ce cas, en tant qu'investisseur qui détient un NFT, mon choix c'est plus un gain immédiat en revendant mon NFT ou alors un gain futur en attendant qu'il me rapporte plus d'argent. Très simple, sachant que le gain immédiat sera pas forcément spéculatif du coup. Soit il peut y avoir un autre comportement parce que on est dans le monde crypto et qu'il peut y avoir des effets de hype effectivement, où les gens pourraient se mettre à surpricer les NFT, mais tant mieux dans ce cas pour ceux qui les détiennent, mais nous c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire, parce que de toute façon l'argent final que rapporte le NFT, c'est très concret, ça vient d'un flux physique qui est l'argent que nous on facture au restaurant pour notre service. Ouais. Ok, bah écoute, je suis très curieux de voir ça. Sur ce sujet de la valeur, c'est vrai que on sait que dans le monde des NFT, il y a un peu du grand n'importe quoi et que parfois la valeur est décorrélée enfin le prix est décorrélé de la valeur réelle, mais la valeur réelle c'est bien ce qu'on veut y attribuer quand c'est du pixel art ou je ne sais quoi. Mais là c'est complètement différent parce qu'on est sur des assets tangibles. En soi ils sont chez le restaurateur. Encore une fois on peut les toucher et ça circule, c'est dans l'économie réelle et donc effectivement ouais, intéressant parce que je me dis que comment dire le type de personnes qui investiront seront peut-être pas tu vois les mêmes personnes qui investissaient dans les collections de pixel art qu'on a vu décoller là dans les quelques années précédentes quoi. C'est ça, et nous, d'ailleurs, c'est notre but, que ça touche le grand public. En fait, le but du jeu, c'est de créer un engouement autour du réemploi et que tout le monde dans la population, un maximum de gens dans la population, ait un intérêt à ce que le réemploi fonctionne et que les contenants soient durables. Donc, si on adresse uniquement une micro-tranche de la population qui est fan des NFT, du pixel art, etc., on peut pas s'en sortir. Donc, le but, c'est que ce soit accessible à tous, et notamment à ce qu'on appelle, nous, nos stakeholders.
C'est-à-dire qu'on a envie que, par exemple, un franchisé d'une chaîne de restauration qui est passé au réemploi avec nous, il possède une partie de ses propres contenants réutilisables, qui motive ses équipes et qui motive son restaurant à utiliser du contenant réutilisable, à faire en sorte que ça tourne, etc. Parce que là, c'est gagnant pour tout le monde. Pour les citoyens qui possèdent aussi des contenants chez lui, et pour lui qui va finalement gagner de l'argent à titre individuel sur le réemploi dans son restaurant. Donc il y a quand même une volonté à ce que voilà les gens s'emparent un peu de la solution, et de la même façon nos utilisateurs. Aujourd'hui, les utilisateurs, comme je disais, on a des programmes de fidélité, par exemple, avec eux. Demain, potentiellement, avec leur programme de fidélité, leur point de fidélité, ils pourront acheter des contenants, convertir les points de fidélité Pixo en contenants réutilisables qu'on va leur mettre à disposition. On pourrait même leur en offrir en récompense. Et comme ça, voilà, ils sont intéressés aussi à ce que le réemploi fonctionne au-delà de leur propre usage. Ok. Et donc, pour une adoption massive, tu l'as souligné, il y aura une interface Web 2. J'imagine que dans votre démarche, vous allez proposer un accès, une application finalement qui cache un peu les aspects techniques, voire qui mentionne pas du tout l'aspect blockchain pour pouvoir vraiment embarquer le plus grand nombre. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment le taf de Kardashift pour le coup, d'avoir cette interface. Effectivement, le but c'est que ce soit accessible à tous via forcément on parle d'investissement financier, donc si on veut retirer son argent à un moment, il faut faire un KYC par exemple, donc il y a ce genre de choses qui sont nécessaires, mais qui puisse être, qu'on puisse se loguer avec son compte Facebook ou son compte Google, qu'on puisse payer avec sa carte bleue, et que finalement le fait que ça tourne en blockchain derrière, ce soit anecdotique et que ce soit juste pour nous un usage de la technologie qui est intéressant, mais que ce soit pas l'intérêt de l'utilisateur final. Nous, la blockchain, elle est super intéressante pour plein de raisons, notamment pour ce fameux marché secondaire qui est derrière, mais aussi parce que si, par contre, l'investisseur qui était en Web 2, un peu comme sur Sorare d'ailleurs, à un moment, il se dit, bah tiens, je suis intéressé dans le monde Web 3, et je bascule en Web 3 en m'ouvrant un wallet et en achetant les contenants via mon wallet, il fait sauter une commission, d'intermédiaires. Et dans ce cas, c'est aussi l'intérêt de la blockchain, c'est qu'on peut faire sauter pas mal d'intermédiaires, et donc ça devient de plus en plus rentable pour l'investisseur. Ok. Et donc finalement, si je reboucle avec ce que tu nous disais au début, l'objectif étant de pouvoir financer quelque chose qui est très capitalistique, donc de créer des stocks de contenants, si on veut accélérer et déployer ce système, donc plus en plus de restaurants, de commerces, etc. J'imagine que ça veut dire qu'il faut quand même créer beaucoup une communauté assez large. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de construire, j'imagine, avec Kardashift. C'est eux, leur rôle, c'est d'avoir cette communauté. Tu disais 30 000 personnes déjà pour faire connaître le produit. Ou est-ce que vous aussi, de votre côté, vous avez un plan un plan de com pour embarquer, le plus grand nombre? C'est les deux, effectivement. Donc Kardashift, ils vont plus réussir à rassembler une communauté Web3 qui ont l'habitude de ce genre de choses. Et c'est top. Comme je disais, on a besoin d'eux pour faire améliorer la partie technique de la solution, surtout. Donc c'est technique, mais pas forcément le code, mais je parle en termes de tokenomics. Donc ça, c'est vraiment top. Et effectivement, de notre côté, on va ramener plutôt une communauté, pas forcément Web3, qui vont être plutôt des stakeholders, même des partenaires. Je parle à certaines personnes qui travaillent dans les centres de lavage, des logisticiens, des fabricants de contenants. Je parle à des grands distributeurs pour les restaurants. Et tous ces gens-là, quand je leur parle du projet, ils trouvent ça génial, ils ont des étoiles dans les yeux, et ils disent, moi, j'ai envie d'investir dans des contenants. Et donc moi, j'ai plutôt ramené ces gens qui sont pas du tout Web3, et voire même, il y en a beaucoup, je pourrais même pas parler de la blockchain qui était derrière, ils s'en foutent. J'ai plutôt ramené cette communauté qui est plus ancrée dans le monde physique, mais qui va communiquer différemment sur le projet. Et je pense que le mélange des deux fait que ça peut vraiment fonctionner, parce qu'on va pas être dans une micro-communauté, on va être dans quelque chose qui peut avoir vocation à devenir mainstream, surtout que les réseaux sociaux peuvent vraiment devenir un outil pour débloquer, par exemple, les contenants qui sont dans un restaurant. Donc, un des objectifs aussi, c'est que ça fasse parler de lui un peu tout seul, finalement, de ce projet. Ouais. Et il y a l'aspect aussi très terrain porte à porte que je verrais. J'ai un pote qui a lancé une boîte, tu sais, de valorisation de déchets plastiques. Donc, quand tu vas chez Carrefour, Casino ou autre, tu as ces grosses machines où tu peux insérer tes bouteilles plastiques, et puis tu gagnes pas grand chose, mais tu gagnes des petites réductions à la caisse ensuite. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette grosse machine à l'entrée de ton centre commercial ou autre attire ton attention, c'est un petit peu ludique. Et puis par là, même des populations de génération un peu plus seniors sont engagées dans la démarche, quoi.
Non, c'est clair, c'est un truc qui est assez visible. En fait, l'avantage du réemploi, quand même, des contenants réutilisables, c'est que c'est très mainstream, quoi. Tout le monde peut en avoir dans les mains. Et en plus, on a souvent un QR code dessus. Donc, en fait, juste ce QR code peut permettre aux gens de le scanner potentiellement avec leur téléphone et voir toute cette histoire qu'on raconte autour. On peut dire aux gens, bah, si vous voulez, vous pouvez investir dans ces contenants réutilisables aussi. Donc, on a ces moyens de communication là, très physiques, très terrain. Et on a aussi les enseignes avec lesquelles on bosse. On bosse avec plein de restaurants, mais on travaille aussi avec des chaînes, avec des grandes marques, qui, si elles s'approprient le sujet, peuvent nous aider à communiquer dessus parce qu'elles ont tout à y gagner finalement. Et dans ce cas, bon bah effectivement, ça peut faire parler un petit peu effectivement. Ok, bah excellent. Merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. Alors on sait jamais, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, j'imagine qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn ou en allant voir votre site pixo.fr. Pour le commun des mortels, si on veut soutenir le projet, comment on s'y prend? Ouais, alors déjà si tu vas sur notre page web, tu vas avoir une pop-up qui va apparaître au bout d'un moment qui te propose de laisser ton adresse email pour justement recevoir les news de cette émission de token de NFT. Donc ça, pas hésiter à s'inscrire. Rejoindre sinon le Discord de Cardashift pour nous suivre en direct et échanger avec nous sur ces sujets en particulier. Sinon, si vous habitez dans les endroits où on est déployé, donc Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, n'hésitez pas à télécharger l'application pour tester la solution dans les restaurants partenaires. Il y a une map des restaurateurs dans l'application. Ok. Pas tous les restaurateurs qui sont dessus, parce que comme je disais, il y en a encore qui sont un peu sous les radars, donc ils n'ont pas voulu tous s'afficher, mais bon, il y en a pas mal déjà. Et sinon, dernière chose, si vous avez des restos autour de chez vous, vous dites ça serait cool que lui en vente emportée et tout il me propose la solution Pixo. On a un programme ambassadeur qui fonctionne avec un système d'apport d'affaires. Demain d'ailleurs peut-être que l'apport d'affaires ça sera vous gagnez tous les contenants qui vont tourner dans ce restaurant, pourquoi pas. Et dans ce cas on a un système qui vous permet très facilement de proposer au restaurateur notre solution, on la déploie et ça tourne. Ok, excellent. Bah c'est tout à fait dans l'état d'esprit crypto d'embarquer l'ensemble de la communauté et de faire en sorte qu'effectivement chacun puisse être partie prenante. Et c'est vrai que bon, on va tous manger au restaurant au moins une fois de temps en temps, je pense. Donc on peut tous être concernés. Écoute, c'est top. C'est ça, c'est exactement l'idée. Ouais. Et ben merci beaucoup Benjamin. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Ciao. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau. Mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!